Bonjour à tous, je suis Olivier Auguste, je suis le directeur adjoint des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France. Je suis ravi de vous accueillir pour cette session intitulée « Est-il possible de garantir l'accès aux soins ?» Alors je vous présenterai nos intervenants dans un instant, mais tout de suite je me tourne vers Johanna Habib, professeure en sciences de gestion ici à Aix-Marseille Université, spécialiste notamment des outils numériques dans le domaine de la santé. Johanna, vous êtes la coordinatrice de cette session et vous allez donc en quelques minutes nous en planter les grands enjeux, donc à vous la parole. Merci beaucoup Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-il possible de garantir l'accès aux soins ? C'est une question qui est très large, qui est pourtant d'une importance évidente et malheureusement d'une actualité brûlante. Crise des urgences, pénurie de médicaments, pénurie de soignants font constamment la une des médias et pointent finalement les fragilités de notre système de santé. Alors les faiblesses de notre système de santé, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont été par contre particulièrement mises en lumière par la crise sanitaire, son intensité et sa brutalité. À des difficultés structurelles que l'on connaît, l'augmentation de la demande, la dégradation de l'offre de soins, notamment liée à une démographie médicale assez peu favorable, s'ajoutent de nouvelles difficultés que l'on pourrait espérer plus conjoncturelles, mais rien n'est moins sûr. Ces fameuses ruptures d'approvisionnement dans la chaîne pharmaceutique, ces saturations de services de santé avec des vagues épidémiques multiples, cette crise de vocation des professions de santé, et je ne suis absolument pas exhaustive. Donc les fragilités du système de santé en termes d'accès aux soins, tout le monde en a conscience, professionnels, santé, régulateurs, et elles menacent directement l'accès aux soins. Là où le bas blesse, c'est que finalement, on a 20 ans de réformes légitimes qui n'ont pas réussi à obtenir des résultats concluants sur cette question de l'accès aux soins. Alors, comment faire face à ces difficultés ? Ça va être l'objectif de cette session aujourd'hui sur la possibilité de garantir l'accès aux soins. On ne va pas avoir une réponse complète, je ne crois pas aujourd'hui, mais peut-être essayer de mieux comprendre les défis auxquels fait face notre système de santé et surtout essayer d'identifier des leviers d'action puisque la thématique de cette rencontre, c'est recréer l'espoir. Avant d'aller peut-être plus loin, il pourrait être intéressant de définir ce qu'on entend par accès aux soins. C'est un concept qui est multidimensionnel, que je vais vraiment dresser dans les grandes lignes. Grande ligne parce que c'est à la fois une... C'est normal que la musique... Ouais, d'accord. C'est un concept multidimensionnel avec des dimensions spatiales, géographiques et socio-économiques, telles la question des droits et de la capacité financière des patients. Sur la question spatiale, on regarde en général, on considère la disponibilité de l'offre de soins sur un territoire et son accessibilité, avec des distinctions entre soins primaires, les médecins généralistes, les infirmières, des soins secondaires dits spécialisés, et enfin des soins hyper spécialisés ou tertiaires pris en charge par les CHU en général. Et c'est un équilibre entre ces différents types de soins qu'il faut rechercher pour garantir l'accès aux soins. Avant de passer la parole à nos prestigieux intervenants, panélistes, je voudrais mettre en lumière 3 défis qui me semblent essentiels pour garantir l'accès aux soins. 3 défis avec mon point de vue de gestionnaire, de spécialiste des sciences de gestion. Le premier défi, il est simple, mais c'est celui de la capacité de notre système de santé à réduire les inégalités géographiques et socio-économiques de l'accès aux soins. Il existe, c'est un réel enjeu de société, c'est un enjeu du vivre ensemble. Il existe des dispositifs technologiques tels la télémédecine ou organisationnels, des réseaux de santé, et je vous passe les acronymes un peu barbares du système de santé. Mais force est de constater que les études récentes montrent que la crise sanitaire a renforcé les inégalités géographiques et socio-économiques. C'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est un défi qui concerne notre capacité finalement à se préparer à faire face à de nouvelles crises majeures, futures crises majeures. Puisqu'on le sait, ces crises sont susceptibles d'introduire des situations inédites en termes de rupture dans l'accès aux soins.
Et là, mon point de vue de gestionnaire, c'est que finalement, la crise a mis en lumière des processus de gestion qui étaient parfois un peu négligés, laissés sous silence, considérés comme accessoires, et qui ont joué un rôle crucial dans la gestion de la crise. La gestion des approvisionnements, la gestion des stocks. Donc, penser la crise et des organisations capables d'agir dans des situations dégradées, ça doit se faire en ne négligeant aucun processus de gestion. Et enfin, dernier défi, c'est un défi qui est transversal et qui est lié aux deux premiers. C'est la capacité de notre système de santé à se décloisonner, à opérer en réseau. Aujourd'hui, si les défis sont complexes, c'est aussi parce que le système de santé l'est tout autant. Il est traversé de nombreux antagonismes, trop nombreux antagonismes, dualité privée, publique, médecine de ville, médecine hospitalière, régulation centralisée, décentralisée. Et finalement, ce fonctionnement, ces antagonismes, amènent à fonctionner en silo. Et j'irai plus loin en disant qu'ils jouent le jeu d'une culture bureaucratique, inopérante, et apte à décourager les plus téméraires. Alors, pour lancer les échanges, je vais introduire quelques questions sur lesquelles les panélistes pourront réagir. La première question, c'est est-ce que finalement les difficultés que l'on connaît sont si spécifiques au cas français ? Quels sont les facteurs explicatifs de ces nouvelles difficultés qui émergent ? Quels sont les leviers d'action que l'on peut mobiliser ? Et je pense qu'il y a une question aussi très spécifique à l'industrie pharmaceutique, c'est finalement quelle stratégie on peut mettre en place pour éviter ces pénuries et ces ruptures d'approvisionnement de la chaîne pharmaceutique. Et enfin, finalement, quelle place pour les acteurs privés, associatifs dans l'accès aux soins ? Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Olivier. Merci beaucoup, Johanna. Alors effectivement, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. En moins d'une heure, on ne va pas résoudre toutes les questions sur l'accès aux soins, mais chacun d'entre vous va apporter son regard, son prisme, son expérience. Et donc, je vous remercie tous les quatre d'être là et je vous présente immédiatement. Sylvie Briand, vous êtes médecin, spécialiste en épidémiologie et en santé publique. Vous dirigez au sein de l'Organisation mondiale de la santé le département de prévention et de préparation aux épidémies et aux pandémies. Thierry Hulot, vous êtes pharmacien de profession, vous êtes dirigeant du laboratoire allemand Merck en France, et puis vous êtes président de l'ULEM, c'est-à-dire que vous êtes le représentant des entreprises de l'industrie pharmaceutique dans l'Hexagone. Éric Momy, vous êtes PDG du courtier en assurance santé April, qui est très présent à l'international, on en parlera. Et puis Rossella Miccio, vous êtes présidente de l'ONG italienne Emergency. Vous intervenez pour apporter des soins, alors à la fois pour des populations défavorisées, éloignées du système de santé en Italie, et puis on en parlera également sur des terrains de guerre, des terrains d'urgence. Je vous précise également qu'on essaiera de garder quelques minutes à la fin de cette session pour vous permettre à vous, dans le public, de poser des questions, donc n'hésitez pas à les préparer. Je commence avec vous, Sylvie Briand. Pour avoir un peu ce regard global que peut nous apporter l'OMS, on en parlait un petit peu en préparant cette session. Finalement, vous me disiez que dans la plupart des systèmes de santé à travers le monde, les difficultés, les obstacles à l'accès de tous aux soins se ressemblent assez largement. Expliquez un petit peu nous ça. Oui, alors bonjour d'abord et merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion. Et je crois qu'effectivement, ce qu'on voit dans le monde actuellement, c'est vraiment une pénurie de soignants. Et malheureusement, il n'y a pas de soins sans soignants. Donc, on ne peut pas parler d'accès aux soins si on ne parle pas aussi du nombre de soignants, mais aussi de la qualité de ces soignants. Donc, c'est un phénomène mondial avec évidemment différents gradients. Parce qu'en France, on a à peu près 3,4 médecins pour 1000 habitants. Alors c'est beaucoup moins que certains pays qui sont au-dessus de 5, mais c'est beaucoup plus par exemple que le Mozambique qui a 0,02 médecins par 1000 habitants. Et donc c'est un problème parce que par exemple si vous prenez dans certains pays d'Afrique quand on a une épidémie d'Ebola, si on a moins d'un médecin pour 1000 habitants et que ce médecin décède à cause de la maladie, eh bien on a toute une région qui n'a plus accès aux soins.
du tout, même pour les autres soins. Donc la pénurie de soignants, c'est un problème majeur. Alors ce qu'on voit en France, c'est que non seulement il y a une tendance aussi à la baisse, puisque depuis 2010, il y a eu moins 1,3% de soignants. Donc ça a l'air peu comme ça, mais c'est une tendance quand même, et je pense qu'il faut prendre en compte cela. Un autre problème, évidemment, c'est la disparité géographique, parce qu'au-delà des chiffres nationaux, on voit qu'il y a différentes situations, et donc des déserts médicaux qui se créent suite à des crises en particulier, ou des départs à la retraite. Et donc, c'est très important de suivre ça comme une tendance, justement, pour apporter des solutions très rapidement. Et enfin, bon, ça c'est un problème qu'on voit dans les pays d'Europe, alors que dans les pays en développement, c'est vraiment une pénurie, je dirais, structurelle qui existe depuis très longtemps. Dans les pays d'Europe, le problème qu'on voit, c'est un vieillissement de cette population de soignants, avec en fait un risque de pénurie aggravé dans les années à venir. Donc, comme le thème c'est recréer l'espoir, je ne veux pas dire qu'on est dans une situation critique, mais je pense qu'il est important de prendre des actions maintenant, et il y a de quoi faire. Donc on en parlera peut-être après. Peut-être d'un mot rapidement, notamment vous êtes très attaché à tout ce qui concerne l'utilisation de la technologie qui peut donner des leviers pour pallier, notamment, on parlait des questions de démographie médicale, ça peut être un outil ? Ah, tout à fait. D'abord, je pense qu'il faut attirer les jeunes dans ces professions. Je crois que pendant la crise Covid, on a vu que, par exemple, les soignants étaient applaudis le soir. Mais je crois que pour des jeunes professionnels, les applaudissements, ce n'est pas suffisant. Donc il faut de toute façon revaloriser cette activité, et puis d'autre part moderniser les pratiques. Je pense que c'est très important, par exemple la télémédecine, c'est un outil fantastique qui pourrait permettre d'avoir accès à des soins spécialisés, même dans des zones reculées. D'autres approches, par exemple la technologie sur les diagnostics. Je pense qu'on pourrait, dans l'avenir proche, faire des diagnostics dans les cabinets de médecins généralistes, et justement avoir des possibilités de screener différents pathogènes, et pas besoin d'envoyer le patient nécessairement dans un laboratoire lointain, sauf pour confirmation, évidemment. Donc je pense qu'il y a aussi un moyen de réorganiser des soins, de moderniser les pratiques grâce à ces nouveaux outils technologiques. Merci beaucoup Sylvie Briand. Thierry Hulot, on va se pencher avec vous évidemment sur la question des médicaments. On a eu ces derniers mois en France, en Europe, des tas d'exemples de pénurie. Alors, de médicaments les plus courants, on a beaucoup parlé du paracétamol, jusqu'à des médicaments très pointus, vraiment indispensables à la survie même de patients atteints de pathologies graves. Et puis en passant par des antibiotiques ou par des anesthésiants comme les curares, on a eu du mal à les trouver dans nos pharmacies, dans nos hôpitaux. Comment ça s'explique, et puis surtout, comment éviter à l'avenir que se reproduisent de telles pénuries ? Alors, tout d'abord, laissez-moi vous dire que quand j'ai commencé ma carrière de pharmacien au siècle dernier, on va dire ça comme ça, j'aurais pas imaginé une seconde qu'un jour, je serais devant une audience comme la vôtre pour parler de ce sujet. Pour moi, il était inenvisageable qu'en France, un patient n'ait pas accès à son traitement, que ce soit un traitement du quotidien ou un traitement innovant. C'était un non-sujet. Et vous venez de le dire, on a passé l'hiver à en parler. On a passé l'hiver à parler des pénuries, aux tensions d'approvisionnement. On a tous entendu des reportages de patients, de parents qui vraiment cherchaient les traitements. On entend aussi maintenant des patients avec des pathologies de type cancer dire « mais on n'a pas l'accès aux innovations en France, où va-t-on » Et en même temps, on entend un discours politique très fort lors du dernier CSIS, réunion stratégique des industries de santé, où le président de la République a donné un agenda très clair. Nous voulons faire de la France le premier pays en Europe en termes d'innovation et de souveraineté en santé. Donc, on a cette vision stratégique qui est en train de devenir incantatoire, parce que dans les faits, on ne met pas les ressources, les moyens, les compétences face à cette feuille de route. Et il va falloir au plus vite réconcilier les deux. Alors sans surprise, qu'est-ce qu'on a vu cet hiver ? On a vu une nouvelle mission sénatoriale sur les pénuries. On a vu une mission interministérielle
pour penser financement et régulation du médicament, dont on attend les conclusions dans les prochains jours. Et donc on est face à ce constat, notre système de financement, de régulation du médicament est à bout de souffle. Vous en avez mentionné tout à l'heure la complexité, il faut le réinventer. Et il y a urgence. Alors, les industries du médicament que je représente ont porté de nombreuses propositions. Je me suis réjoui hier de voir que la mission sénatoriale en avait repris certaines. Il y a urgence à une coordination du médicament en France. Le ministère de la Santé et de la Prévention, il est là pour la santé publique. Le médicament, il y a un aspect économique, il y a un aspect emploi, il y a un aspect compétence, il y a un aspect industrialisation. C'est interministériel. Il est urgent d'avoir un secrétariat général du médicament. Mais il est surtout urgent d'arrêter d'être incantatoire, de dire on veut être les premiers, quand dans les faits, la position de la France en termes d'accès aux médicaments se dégrade tous les jours. Alors, on a tendance à dire que ce sont des batailles de chiffres. Nous avons avec le LEM mis en place un observatoire de l'accès qui tous les 6 mois va faire une photo de la situation, va la publier. Puis au bout de 2-3 ans, on aura un film. Qu'est-ce que montre la première photo ? On veut être les premiers. La réalité des faits, on est les élèves moyens de la classe. Les Allemands, tous les grands pays européens sont devant nous. Et notre situation se dégrade année après année, tant en accès de traitement du quotidien qu'en accès aux innovations, qu'à attirer les nouvelles usines, qu'à renforcer celles existantes. Il y a urgence à agir. Les solutions, elles sont connues. Alors donnez-nous en quelques-unes, puisque vous avez expliqué que vous aviez formulé des propositions. Qu'on essaye de se projeter et de recréer l'espoir, puisque c'est le thème. Donc, une solution simple, on avait appelé avec le LEM à dire qu'il faudrait déjà avoir la liste. Il y a à peu près 14 000 présentations de médicaments en France dans l'officine qui est au coin de la rue. Là. Elles ne sont peut-être pas toutes indispensables, essentielles et vitales. Lesquelles faut-il absolument protéger en se disant, si cette spécialité n'est pas là, l'état de santé du patient va se dégrader de manière irrémédiable. Et donc on a dit qu'il faudrait probablement entre 200 et 300. Le ministère de la Santé a publié une première liste de 450 molécules qui fait débat, mais à la limite, ce n'est pas le sujet. Mais il faut que cette liste elle soit à l'état européen. Et puis, on a publié la liste, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que la liste, c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Il faut se mettre autour de la table au niveau européen, analyser la chaîne de production, voir où est-ce qu'on est trop dépendant d'un autre continent et se dire, ce paquet de molécules-là, il faut les rapatrier, ou il faut protéger les usines en Europe, ou il faut probablement les renforcer en France. Il faut un véritable plan d'action. Ça passe par quoi ? Des mesures réglementaires, fiscales ? C'est un ensemble, il faut mettre tout le monde autour de la table. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis grand-père, on a tous cherché de l'amoxicilline pour nos enfants ou petits-enfants l'hiver dernier. Alors on pourrait se dire, c'est bête, il y en avait chez nos voisins allemands. On s'entend plutôt bien, ils pourraient nous en passer suffisamment. Ah ben non, parce que la boîte, c'est pas le même nombre de gélules. Puis c'est pas le même conditionnement, puis c'est pas la même notice, puis c'est pas exactement les mêmes indications. Donc pour des molécules essentielles, il faut standardiser au niveau européen, et là, on pourra de manière simple aller d'un pays à l'autre. Vous pouvez pas, même si c'était le même nombre de gélules, les amener en France, parce que la notice est en allemand et pas en français. Mais sortons les notices, ce sera bon pour la planète, mettons un QR code, et le problème sera réglé. Donc il faut déjà fluidifier au niveau européen. Et puis, au niveau français, il faut être plus simple dans nos procédures, plus simple dans la régulation. Première étape. Rien que sur les pénuries, il y a quelques quick wins. Ensuite, réindustrialiser le pays, ça prendra 10 ans. Donc, pour moi, le principal engagement à prendre, c'est que toutes les parties prenantes disent il ne faut pas être incantatoire, il faut être dans l'action, il faut se mettre autour de la table avec un agenda commun qui est l'intérêt de nos concitoyens. Les entreprises du médicament seront au rendez-vous. Et pour terminer, si je regarde les innovations, on parle tous des nouveaux anticancéreux, on dit tous que la médecine demain, les traitements seront personnalisés. Qu'est-ce que je vois dans l'observatoire qu'on a publié ? La France qui exporte des produits matures, un peu classiques, notre part d'exportation diminue. Par contre, l'importation de produits biologiques va en explosant. Donc on est en train de créer notre dépendance de demain. Donc aujourd'hui, on dit on a un problème sur les traitements quotidiens, on est en train de devenir totalement dépendant pour les produits de demain. Il y a urgence à agir. Merci beaucoup Thierry Hulot. Éric Momy,
on va se pencher un petit peu sur la question du financement de nos dépenses de santé avec vous. Avec April, je le disais, vous êtes présent dans de nombreux pays. Vous assurez en particulier beaucoup d'expatriés. En France, on considère de façon assez spontanée que c'est le service public, c'est la Sécu, qui nous assure l'accès aux soins via le remboursement. Vous nous dites que le secteur privé, dont vous êtes un des maillons évidemment, peut y contribuer. Vous affirmez même que donner de la place aux assureurs privés, c'est pas forcément un facteur d'inégalité. Alors absolument. Alors déjà, on va démarrer par un point et qui n'est pas du tout en contradiction avec tout ce qui a été dit. Quand on regarde sur la question de l'accès aux soins, on s'aperçoit que la France est plutôt mieux lotie que la moyenne des pays de l'OCDE. Quand je dis accès aux soins, c'est la population couverte qui accède aux services essentiels. Et la deuxième chose, c'est le sujet de la protection financière. Si on regarde la France en particulier, on a un système dit hybride où on a une assurance maladie obligatoire, ce qu'on appelle la Sécu, et puis on a des assurances complémentaires. La première, c'est à peu près 80% des dépenses, les complémentaires, c'est 13%, et les ménages, c'est 7%. Premier constat, on a le reste à charge le plus faible de tous les pays de l'OCDE. On a la chance d'avoir une généralisation de la complémentaire santé, et on voit qu'elle a joué véritablement son rôle dans la couverture, elle a joué son rôle dans la maîtrise des dépenses de santé. Madame faisait tout à l'heure référence aux réseaux de soins, qui ont été particulièrement efficaces en optique. Donc là, on voit que ça fonctionne extrêmement bien. On parle de la France, les assureurs privés, ils ont aussi un rôle très fort à jouer sur la maîtrise de dépenses de santé. April assure des dizaines de milliers d'expatriés dans le monde, et on a un rôle notamment sur le cost containment. Aux États-Unis, on divise la facture par 2. Dans le monde, en général, 20%. Donc on voit que ça a un vrai rôle. Et au-delà de cet aspect-là, les assureurs privés ont un rôle extrêmement fort, notamment dans le parcours de soins, cette fois-ci au plan qualitatif. Je vais prendre un exemple très simple, c'est notamment la question du deuxième avis médical. On sait que c'est un facteur d'amélioration du parcours de santé, un facteur de diminution des coûts. Pour autant, quand on fait ce constat-là, on doit dire que ce n'est pas spécialement très efficace, même en France où il y a un accès aux soins, puisque, je vous donne un chiffre, il y a 50% des Français qui arrivent en bonne santé à 65 ans, 77% dans les pays scandinaves. Donc là, ça questionne l'efficacité du système, comme ça a été dit. Et le deuxième point, c'est la question des inégalités territoriales. On a parlé des déserts médicaux. Là aussi, les assureurs privés ont été ceux qui ont été à l'initiative de la téléconsultation. C'est AXA qui a développé les services de téléconsultation, qui a dû se battre avec les pouvoirs publics. Ça a été controversé. Exactement, qu'il a déployé. On voit que c'est extrêmement efficace, ça fonctionne. Voilà, donc il y a plein de, on va dire, il y a plein d'enjeux. Le deuxième aspect, c'est un aspect socio-culturel. On parle souvent de la question du recours. En France, on a un système incroyable qui s'appelle la C2S, qui permet aux populations les plus défavorisées de ne pas payer leur assurance complémentaire santé. C'est gratuit. Pour d'autres, c'est la moitié du prix. Le taux de recours est extrêmement faible quand on regarde par rapport à la population visée. Donc on voit qu'on a des inégalités territoriales qu'on peut aider à résoudre, et on a des inégalités socio-culturelles que les assureurs privés peuvent aussi aider à résoudre, puisque la grande différence... En quoi vous pouvez faire mieux ou compléter le système public ? Alors, écoutez, la sécurité sociale, elle a une immense vertu, elle sait dialoguer avec les professionnels de santé. Elle ne sait plus dialoguer avec les assurés. On parlera peut-être de prévention tout à l'heure, et on verra que nos politiques de prévention en France, on met autant d'argent que l'OCDE en moyenne, et c'est extrêmement inefficace, j'y ai fait référence. Et les assureurs, sur le terrain, ont une capacité auprès de différents types de populations d'adapter effectivement des systèmes de santé adaptés à leurs besoins, ce que la sécurité sociale ne sait pas faire. Donc ça, c'est vraiment une force. Il y a des systèmes qui sont carrément basés sur l'assurance, notamment aux États-Unis, au Japon ou en Suisse, qui sont efficaces, et en revanche, ils ont des inégalités qui restent à gommer. Donc nous, on est dans un espèce de système intermédiaire, hybride, qui peut produire beaucoup plus de résultats positifs pour la santé des Français qu'il n'en produit aujourd'hui, parce qu'on en a parlé, il y a la bureaucratie, il y a le dogme, et puis, vous l'avez peut-être suivi, il y a eu un combat autour de la grande sécu avec Olivier Véran qui voyait les complémentaires santé comme des gens à absorber, à nationaliser, et qui voulait généraliser le système public, nationaliser le système de santé,
comme si le système étatique était un système ultra efficace. Donc on a des barrières idéologiques à franchir, et on y viendra tout à l'heure. Je suis très optimiste compte tenu de ce que le président de la République a raconté quand il s'est fait réélire. On en reparlera tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Eric Momi. Rossella Miccio, avec Emergency, on va parler de votre activité en Italie dans un premier temps. Vous êtes un organisme donc privé, à but non lucratif, et d'une certaine façon, vous intervenez aussi pour combler des carences, des lacunes de l'État. Dites-nous un petit peu ce que prévoit la loi et même, je crois, la constitution italienne en termes d'accès de tous aux soins. Et ce que vous constatez et ce pourquoi vous intervenez sur le terrain. Well, thank you. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais, donc j'espère que ça ne sera pas un problème. Because the Article 30 En Italie, on a de la chance parce que l'article 32 de notre Constitution stipule que l'accès aux soins est un droit et que c'est dans l'intérêt de la communauté. Et c'est quelque chose qui a été à l'origine de notre système de santé publique. Quand on dit que c'est un droit de la personne, ça ne mentionne pas les citoyens. C'est-à-dire que cela s'applique à toute personne qui se trouve sur le sol italien. Par ailleurs, il est dit que les personnes particulièrement vulnérables ont besoin que l'on élimine les obstacles à l'accès aux soins pour ces personnes. Donc, nous travaillons dans beaucoup de pays dans le monde, mais depuis 2006, nous avons commencé à avoir des cliniques fixes et mobiles dans toute l'Italie, du sud au nord. Et on s'est aperçu que ce droit, cette approche des soins, qui est quelque chose de tout à fait sage et bon, n'était pas quelque chose qui s'appliquait dans la pratique. Et ce que l'on a observé chez la plupart de ces personnes vulnérables, qui sont celles qui doivent être protégées par le système public, ce sont elles, les personnes qui sont laissées de côté. En fait, il s'agit des personnes âgées, y compris des personnes italiennes, pas uniquement des étrangers, les migrants avec ou sans papier d'ailleurs, les mineurs, et notamment les mineurs non accompagnés. Nous avons effectivement une loi qui stipule que les mineurs doivent être enregistrés auprès d'un pédiatre de santé publique, mais comme en Italie, nous n'avons pas un système de santé, mais nous avons 21 systèmes de santé régionaux. Dans la pratique, ce droit est inexistant pour les personnes vulnérables, telles que les enfants ou les personnes âgées. Et on commence à avoir des dispensaires pour pouvoir avoir un accès, parce qu'effectivement, quand ces personnes qui vont se faire soigner à l'hôpital gratuitement et quand elles sont renvoyées chez elles, il n'y a pas de système communautaire, si vous voulez, pour s'occuper de ces gens-là. Et l'obstacle économique est de plus en plus un problème pour ces gens-là. Nous sommes donc passés d'un système qui était censé être universel, avec un accès libre et gratuit, et petit à petit, on commence à privatiser la plupart des services, malheureusement en partant des services de base, c'est-à-dire services de diagnostic, services de suivi, suivi psychologique, soutien psychologique, dentisterie, qui est un gros problème en Italie parce que c'est essentiellement un système privé. Pour vous donner un exemple, le premier patient de notre clinique de Marghera, près de Venise, une des régions les plus riches, et quelqu'un qui faisait partie de l'équipe olympique dans les années 70, puis sa vie a été chamboulée, il a divorcé, il a eu des problèmes, il a commencé à perdre ses dents, et il n'a pas eu accès aux services publics pour pouvoir résoudre ce problème. Il ne pouvait donc pas se nourrir, pas aller à une entrevue pour avoir un nouvel emploi. Et 20% de nos patients dans cette clinique sont des Italiens qui se trouvent dans cette situation. Par ailleurs, la pandémie de la Covid a encore accentué les choses. On s'est rendu compte que quand on parle de système de santé,
il est essentiel de commencer par soigner les plus vulnérables et que ça aura un rebond sur le reste de la population. Mais on n'y est pas encore parvenu en Italie. Et je sais que c'est un problème ailleurs dans le monde. Si nous démarrons par là et qu'on arrête de fonctionner en silo pour plutôt se rendre compte que tout cela est lié au bien-être de tous et que les différents secteurs de la communauté peuvent contribuer au bien-être de tous, à ce moment-là, on parviendra à améliorer l'accès aux soins de santé et aussi la qualité des soins qui sont dispensés. En tout cas, c'est notre expérience. Pour entamer un deuxième tour de table, je reviens vers vous, Sylvie Briand. Vous avez par définition surveillé ça de très très près. On a parlé de plusieurs de nos difficultés à l'accès aux soins dans nos systèmes. Qu'est-ce que cette crise de Covid a révélé, a exacerbé et quelles leçons on peut en tirer pour faire mieux à l'avenir? Ce qu'on a vu durant Covid, c'est deux choses. D'abord que les épidémies, il y a deux dimensions qui sont importantes. C'est la transmission, comment la maladie circule, le virus circule. Et l'autre dimension importante, c'est la mortalité. Et on a bien vu deux crises récentes, par exemple la variole du singe, qui était assez transmissible, mais avec une mortalité très faible. Ça n'a pas inquiété grand monde. Donc je pense que c'est très important pour les crises futures, parce qu'on aura de toute façon d'autres épidémies, parce que les gens bougent. Alors si les gens bougent, et il y a beaucoup de transports internationaux, les virus bougent. Donc on en aura d'autres. Donc je crois que c'est important déjà de préparer à ça et de comprendre que ce qui a été vraiment important dans la crise Covid, c'est que la plupart des gouvernements se sont rendus compte que le système de santé, c'est un excellent bouclier en cas d'épidémie, parce que c'est grâce à un système de santé performant que vous allez pouvoir réduire la mortalité. Les gens qui sont atteints par ces maladies ont besoin de soins. Les soins doivent être rapides, doivent être de proximité, de qualité. Et donc, ça rejoint un peu ce qui a été dit sur l'accès aux médicaments. Ça va dans le même sens. Donc, il faut, en cas de pandémie, ce n'est pas aux gens d'aller vers l'hôpital, c'est les services de santé à aller vers les gens pour que, justement, on puisse réduire la mortalité. Et je pense que, et c'est pour ça que l'OMS, avant la crise Covid, avait déjà tenté de revitaliser le concept de soins de santé primaire. C'est un concept qui avait été lancé à Alma-Ata en 1978. On a de nouveau eu une conférence mondiale sur le sujet en 2018. Pour renforcer cette vision des soins, qui est une vision complètement différente, avec donc malheureusement le concept anglais c'est primary health care, mais quand on le traduit en français, ça fait soins de santé primaire, ça fait un petit peu cheap, un petit peu quelque chose dont on ne veut pas vraiment, alors qu'en fait c'est un concept d'avoir des soins de proximité, de qualité, avec une vision holistique. C'est-à-dire c'est pas seulement soigner les gens qui ont des maladies, mais c'est aussi voir en amont la prévention, notamment les vaccins, comment on peut justement s'assurer que les vaccins soient intégrés dans une pratique de santé au plus près des gens. Et deuxièmement, je pense que c'est donc que la santé, les soins de santé primaire, en fait, c'est quelque chose qu'il faut renforcer pour pouvoir réduire la mortalité en temps de crise. Et je crois que c'est très important parce que ça permettrait, si les gens ont accès à des soins, d'avoir d'abord une population en meilleure santé, ce qui veut dire que ça sera une population plus productive. Donc ça, c'est très important. Et d'autre part, on a vu aussi que quand les systèmes de santé sont très performants, on a une bien meilleure cohésion sociale. Et si vous regardez que, par exemple, comment la crise a été gérée au Japon, où ils ont justement des soins de santé primaire très performants, avec une distribution de traitements très rapide et quasiment à la maison, finalement, ils ont une très faible mortalité et le pays s'en sort de la crise aussi avec une bien meilleure cohésion sociale. Donc je pense que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans les politiques de santé.
Peut-être un mot des vaccins. On en a parlé ensemble en préparant cette session. On parlait de la question des refus de vaccination. On a eu la chance dans cette épidémie d'avoir des solutions, des vaccins très rapidement. Et ces refus de la part d'une partie de la population, vous me disiez, mais finalement, une partie de l'explication, c'est qu'on a oublié dans nos sociétés modernes certaines maladies et on a même parfois perdu l'habitude de la mort, en réalité, dans nos sociétés. Oui, tout à fait, parce que la plupart des vaccins qu'on a maintenant qui protègent pour les maladies de l'enfance, il y a beaucoup de gens qui, comme les enfants ne meurent plus comme avant l'âge de 5 ans, disent bon, les vaccins ne servent à rien. Mais en fait, il faut voir que les gains en termes d'espérance de vie, c'est en particulier parce qu'on a réussi à vacciner les enfants contre des maladies transmissibles. La rougeole, par exemple, on a des épidémies terribles de rougeole en Europe qu'on pourrait très bien prévenir. Et malheureusement, la rougeole, quand même, il y a des effets secondaires de la maladie qui sont très graves, des encéphalites, etc. Donc je pense que ou des maladies comme, si je me rappelle, la fièvre jaune, par exemple, au début du XXe siècle, ça a décimé des populations entières. Et ça peut revenir, parce qu'on voit bien que maintenant, avec le réchauffement climatique, les moustiques, par exemple, envahissent certaines parties de l'Europe du Sud. On a même vu la transmission de dengue autochtone dans la région toulousaine. Donc, ces maladies qu'on croyait disparues peuvent tout à fait revenir. Et je pense que les vaccins, dans l'éradication, ou au moins le contrôle de ces maladies, ont eu un effet majeur sur la santé des populations. Ça, et les antibiotiques. Il faut des campagnes de santé publique, de communication pour réinsister auprès des populations sur l'importance de la vaccination ? Je pense qu'il faudrait surtout engager les populations, les soignants, dans cette optique de prévention. Malheureusement, comme ça rejoint le point qu'on a évoqué tout à l'heure, la pénurie de soignants fait qu'ils se concentrent sur l'urgence, soigner les gens malades, mais les soins de santé primaire, c'est justement ça aussi, c'est regarder à la prévention et que tout le tissu sanitaire de proximité justement fasse la promotion des activités de prévention. Et je pense que ça aiderait beaucoup. Sur un autre aspect, Thierry Hulot, vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur la question des médicaments innovants. Régulièrement, on a des médecins, des associations de patients qui dénoncent leur mise sur le marché tardive en France, et ils parlent de perte de chance pour les patients concernés. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? D'abord, est-ce que vous partagez ce constat et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Malheureusement, ce constat est réel. Et je faisais référence tout à l'heure à l'Observatoire de l'accès aux médicaments que le LEM a publié et que vous trouverez en ligne. On montre quoi ? Qu'en Europe, le délai d'accès en France, il est plus long qu'ailleurs. Comment ça se fait ? Il est plus long pour tout un tas de raisons. C'est qu'on a un process qui est extrêmement compliqué, où on commence, une fois qu'il y a une autorisation de mise sur le marché évaluée en Europe, à voir si le dossier est suffisamment bon pour que ça vaille le coup que ce soit pris en charge par la solidarité nationale. Donc ça prend en moyenne 580 jours, soit 1 an et demi de plus qu'en Allemagne. Et puis une fois que vous avez franchi cette étape, il faut aller négocier un prix. Là, on vient de voir que le délai de négociation du prix allait en s'allongeant. Et une fois que vous avez enfin un prix et que vous êtes d'accord avec le comité des prix, le CEPS, vous dites ça y est, on va pouvoir lancer. Ah ben non, il faut que le décret de prise en charge, l'arrêté de prise en charge passe au journal officiel. Alors on se dit, dans 3 jours c'est fait. Moyenne 100 jours. 100 jours pour publier un accord. Avec une explication ou pas vraiment ? Que le système administratif est complexe et qu'on y travaille, mais que ça va s'améliorer. Mais ça s'est amélioré, on a encore pris 15 jours dans la vue par rapport à l'année d'avant. Donc il y a une lourdeur administrative qui n'aide pas, il y a une surinterprétation des lois européennes par moment, ce qui fait que la France, là aussi, est en perte de chance. Alors, on y a partiellement remédié avec les procédures d'accès précoce et l'accès direct qui devraient suivre. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez une AMM européenne, vous pouvez... Autorisation de mise sur le marché ? Oui, merci. Vous pouvez, après évaluation par la HAS et la NSM, aller directement sur le marché en même temps que vous suivez ce processus administratif, j'allais dire. Ça a permis d'accélérer l'accès pour des médicaments très innovants, mais c'est très bien,
L'an dernier, ça a concerné 51 000 patients. On est un peu plus nombreux que ça dans le pays. Donc c'est une niche qui aide dans des cas très particuliers pour des molécules très innovantes. Ce qui m'inquiète, c'est pas là, c'est l'attractivité du pays. En 10 ans, le budget du médicament remboursé, il est resté plat, il n'a pas augmenté. Et on a soigné tout un tas de nouvelles pathologies, quand on voit les progrès colossaux qui ont été faits dans le traitement du cancer. Donc on a une ambition très élevée, on ne met pas les moyens de financement. On a une ambition très élevée, le président de la République a dit en Ardèche il y a une quinzaine de jours, le médicament ne doit pas être, n'est pas la variable d'ajustement budgétaire de notre politique de santé. C'est très bien, mais ça fait 20 ans qu'on fait le contraire. Et le PLFSS 2023, budget de la sécurité sociale, a fait le contraire. C'est une industrie qui est surtaxée, ce qui nuit à l'attractivité. On parle beaucoup alors c'est un peu technique, des carticelles, qui sont des traitements personnalisés qui vont permettre de guérir des maladies invalidantes, chroniques, qu'on portait toute sa vie. Un exemple, l'hépatite. Une usine pour faire des carticelles, c'est au bas mot 1,5 milliard d'euros. Pourquoi j'irais la construire dans un pays où je ne vais pas avoir l'accès au marché, où je vais l'avoir en dernier, et où, quand je vois le rapport chargé-produit de la CNAM publié avant-hier... C'est l'assurance maladie, hein, c'est les pistes d'économie, en gros, qui sont mises sur la table tous les ans. Et là est sortie une nouvelle excellente idée. On va aller renforcer un système dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne marche pas. C'est-à-dire que les médicaments qui n'apportent pas d'innovation, on va encore baisser les prix, alors que c'est ceux qui ont été en rupture cet hiver, et ceux qui ont des innovations légères, il va falloir qu'ils fassent une économie, même s'ils apportent un plus. Vous attirez comment des capitaux étrangers? Vous attirez comment de la recherche dans ces conditions-là? Il faut réconcilier l'ambition et les moyens. Il y a urgence, ou sinon, dans 10 ans, on sera sur la même scène à pleurer. Peut-être un mot rapide sur les médicaments personnalisés, parce qu'on est en train de rentrer un peu dans cette ère-là où un médicament est non seulement adapté à une maladie, mais au métabolisme d'une personne, à son patrimoine génétique, à ses antécédents. Par définition, sur ce type de médicaments innovants, c'est impossible de faire des essais au sens classique avec des milliers de patients qu'on teste avec ou sans la molécule. J'ai compris que vous étiez un peu en bagarre avec les autorités sanitaires sur les procédures d'autorisation de ces médicaments personnalisés. Alors, je le dirais différemment. Il y a eu une longue divergence parce que la Haute Autorité de Santé et la Commission de Transparence ont une approche méthodologique de l'évaluation d'un essai clinique en suivant toutes les étapes. Évaluation chez le volontaire sain, la phase 1, puis petit nombre de patients pour définir la dose, la phase 2, et études très larges avec des critères d'évaluation clinique très précis. C'est ce qu'on faisait au siècle dernier. Dans certaines pathologies, c'est impossible parce que le nombre de patients n'existe pas. Alors, les procédures d'accès précoce ont remédié à ça, mais on se retrouve pour certaines de ces thérapies très innovantes en impasse, c'est-à-dire qu'on leur a donné accès très précocement, puis un jour la commission évalue et dit « mais on manque de données pour pouvoir vous rembourser, donc on va arrêter ». Donc on est en impasse d'accès. Ceci dit, nous avons rencontré avec le LEM le nouveau président de la Haute Autorité de Santé, Lionel Collet, qui en est tout à fait conscient, et on va travailler ensemble à des propositions. Donc je crois que j'ai un bracelet qui dit recréer l'espoir. Je n'ai peut-être pas été totalement optimiste, mais il y a quand même des pistes d'avancée. Il ne faut pas qu'elles soient à la marge. Je le redis encore une fois, il faut mettre les moyens en face de l'ambition. Très bien. Éric Momy, un mot sur l'aspect prévention et d'utilisation des données. C'est un enjeu important, on l'a tous dit d'une façon ou d'une autre. La prévention, on n'en fait pas assez et c'est une clé pour faire mieux dans notre système de santé. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue, c'est que la prévention, c'est pas qu'on n'en fait pas assez, c'est qu'on en fait mal. Je redonne un chiffre, 15 milliards investis chaque année en France dans la prévention, 6 milliards avec des politiques publiques qui ont beaucoup de mal à toucher leur cible. Je vous donne un exemple, le 5 fruits et légumes par jour, ça parle à 15% des Français. Il y en a 85% à qui ça ne parle pas, tout simplement parce que pour des raisons socio-culturelles, ça ne veut strictement rien dire. Donc là, en parlant d'espoir, moi je vois un terrain absolument extraordinaire pour améliorer le dispositif. On a un système qui a été mis en place pour soigner, pas pour avoir des gens en bonne santé. Que peuvent faire les assureurs privés sur ce terrain-là? La première chose,
c'est venir aider les pouvoirs publics à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés. Il y a au niveau européen un objectif qui est d'avoir 70% des femmes de plus de 16 ans vaccinées pour le HPV. En France, on est à 36%. On est assureur privé auprès des patients, on peut être des relais absolument extraordinaires. C'est la même chose pour le cancer colorectal, on est à peu près à la moitié des chiffres européens, et je le dis tout de suite, c'est pas une fatalité, parce qu'on pourrait dire on est dans la moyenne, on n'est pas du tout dans la moyenne, on est largement décroché par rapport aux autres. Donc nous, on peut être en complément d'action avec les pouvoirs publics sur ces logiques de prévention. Et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus ou de différent ? Alors, ce qu'on peut leur apporter de plus, je viens de le dire, c'est une capacité. On est en relation avec les patients. Je le redis, la CNAM est en relation et extrêmement efficace avec les professionnels de santé, en tout cas efficace de mon point de vue, mais pas du tout avec les patients. Là où on peut apporter aussi quelque chose, parce qu'il va y avoir un grand mouvement vers la prévention. Je le disais tout à l'heure, le président de la République en a fait une grande cause. Pour l'instant, on a juste vu que ça avait été rajouté dans l'intitulé du poste du ministère de la Santé. On n'a pas vu les actions. Moi, j'y crois énormément. Et chez April notamment, on vient de renouveler une fondation qui travaille sur le sujet des sciences comportementales en santé pour amener les gens à la prévention. Et les terrains de jeu sont extraordinaires. On en a parlé tout à l'heure. Il y a l'école. Il y a les fameuses consultations qu'on est en train d'imaginer à 25, 45, 65 ans. Donc nous, on va travailler avec notre fondation sur est-ce que la consultation pour les jeunes adultes à 25 ans, c'est le bon âge ? Comment on peut faire pour toucher tous les publics et pas que les gens qui sont des digitaux, parce qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas dans le digital. Voilà, ça va être un terrain de jeu. Et le deuxième terrain de jeu extraordinaire, c'est l'entreprise. C'est au-delà des problèmes de santé au travail, c'est un endroit extraordinaire pour faire passer des messages en termes de santé. Moi, je donne plein d'exemples. Les TMS, ce sont les institutions de prévoyance dans les branches professionnelles qui s'en sont occupées. Le sujet du sevrage tabagique, c'est la même chose. On a des terrains d'expérimentation extraordinaires. Et donc, je suis très optimiste pour la suite si on prend ce virage. Merci beaucoup. Rossella Miccio, je voudrais terminer avec vous en évoquant l'autre pan de votre activité chez Emergency, qui est l'intervention dans des zones de conflit. Ça va de la pédiatrie à la chirurgie cardiaque, en passant par la rééducation. Alors dans des pays comme l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, vous étiez en mission au Soudan quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette session. On imagine évidemment à quel point c'est difficile d'apporter, de donner l'accès aux soins aux populations dans ces endroits, mais concrètement, les obstacles que vous avez à surmonter, c'est quoi exactement ? Well, the obstacles are many. First... Eh bien, il y a de nombreux obstacles. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Johanna au début, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux défis. Il y a un défi géographique et des défis technologiques qui empirent les inégalités depuis quelques années. Pour reprendre l'exemple de notre conversation, quand j'étais au Soudan, il a été très difficile pour nous deux d'avoir une conversation normale. Donc, quand on parle de l'avenir et de l'évolution technologique du système de santé, il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde d'inégalité en termes d'accès aux technologies. Et il faut toujours avoir cela à l'esprit, car il faut se rendre compte que les soins de santé sont quelque chose de mondial. Nous vivons dans une société mondialisée et il faut nous occuper de tous. Alors peut-être pas exactement avec le même niveau de soins, mais en tout cas en essayant de viser ce même niveau de soins. Et c'est ce que l'on essaye de faire même dans les zones de conflit et même lors de fortes épidémies, par exemple l'Ebola. Quand il y a eu l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, Emergency a mis en place des unités de soins intensifs dans tout le pays pour soigner Ebola. Et c'était essentiel aussi pour les soignants de Sierra Leone, parce que ce qu'ils voyaient, c'est que quand les personnels de santé internationaux étaient atteints de la maladie d'Ebola, ils étaient vite envoyés à l'étranger pour être soignés. Donc,
Ils se sont mis en grève alors que c'est une population où il y a très peu de soignants. Beaucoup sont morts du fait de l'absence de protection. Donc ce sont là des défis qu'il faut relever. Il y a aussi l'approvisionnement. Comme vous l'avez dit, c'est un grand problème. Mais là encore, je pense que la santé, c'est un choix politique. Si on voit l'accès aux soins de santé comme un droit humain de base, il nous faut trouver un mode commun pour procéder et les ressources. Bien entendu, les ressources sont rares, mais on nous dit trop souvent que des soins de santé de qualité ne sont pas dispensables à tous. Mais en fait, on ne se concentre pas vraiment sur la manière dont on utilise nos ressources et sur les priorités. Je crois que c'est un vrai problème, un vrai défi. Et il est très important d'avoir ces discussions. C'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire et plus que jamais, en fait. En tant qu'ONG, nous croyons véritablement au droit à l'accès aux soins et nous le pratiquons au jour le jour dans les contextes de conflits et de guerre où souvent les hôpitaux sont des cibles, ce qui représente une charge supplémentaire. De vous montrer neutre quand vous êtes dans une zone de conflit. Absolutely. We are seeing it now. Oui, tout à fait. On le voit à l'heure actuelle au Soudan, où il y a de nouveau une guerre civile depuis le 15 avril. On l'a vu partout, que ce soit de l'Afghanistan à l'Irak. En Irak, lors de la bataille pour la libération de Mossoul, les ambulances étaient arrêtées aux checkpoints et beaucoup de patients ont perdu la vie parce qu'ils ont été retardés dans leur transport à l'hôpital. Or, cela n'est absolument pas supportable en 2023, pas acceptable. Mais là encore, je pense vraiment, pour revenir à l'idée que les soins de santé, l'accès aux soins de santé est un droit fondamental, je pense vraiment qu'il est de la responsabilité de chaque individu, du gouvernement au secteur privé et jusqu'aux ONG et aux universitaires, de trouver un moyen pour mettre en place des systèmes plus égalitaires dans le monde entier, y compris dans nos communautés, puisque nous avons vu que même dans les pays riches, il existe des inégalités en fonction de la pauvreté des gens. Et je crois que c'est seulement ainsi que l'on pourra construire un avenir durable pour tous, en investissant notamment dans la formation des agents de santé. On dit, en effet, il ne peut pas y avoir d'accès aux soins de santé sans personnel de santé. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Tiens, on va promettre rapidement de vous donner la parole s'il y a des questions dans le public. On va en prendre une ou deux. Mademoiselle, si vous pouvez apporter le micro ici. Monsieur. Micro qui est fermé visiblement. Merci. Bonjour, je suis le docteur Bruno Sienkiewicz-Sorbier, je suis chirurgien dentiste à Salon de Provence. Mon message s'adresse à l'ensemble des participants, notamment Madame Habib, Monsieur Momi et Madame Briand et Madame Michaud. Pour l'EM, c'est avec plaisir que je vous ai écouté, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Donc, je vous fais part en fait de mon expérience. J'ai une double expérience libérale et salariée. J'ai été salarié dans des grands groupes comme la SNCF, Air France, la RATP, où le but, et les mutuelles, donc j'étais dans des réseaux de soins pendant 17 ans. Le but, c'était de soigner le maximum de gens. On était payé à l'heure. On devait soigner un maximum de gens des réseaux de soins. Et en fait, voilà, c'était le but pour dire on offre un service de soins à l'ensemble des gens qui font partie de ces grands groupes. Après, ça a changé, le paradigme a changé, et maintenant je suis en libéral depuis 30 ans aussi, et j'ai soigné, parce que j'avais cette méthodologie de soigner l'ensemble des gens,
Donc j'ai été reconnu pour ça. Je suis chargé de mission pour la ville de Salon-de-Provence. Je me suis occupé des personnes âgées, etc. Bon. Maintenant, si vous voulez, avec le data et tout ça, et la modernité, il faut mettre des implants, des aligneurs. Ça permet de soigner le maximum de monde. Mais du coup, on offre un service de qualité avec les implants. Mais on doit avoir beaucoup moins de monde. Donc, d'un côté, il y a la modernité, on fait ce qui est au goût du jour, et de l'autre côté, on voit beaucoup moins de monde, automatiquement. Donc, quand vous parlez de gestion comptable, les cabinets dentaires demandent énormément de frais d'installation. Donc, ceux qui veulent travailler préfèrent s'installer dans le sud de la France ou dans des grandes villes, plutôt que d'investir énormément dans des villes moyennes. Alors, votre question, monsieur Sieu. Alors, ma question, elle est aussi pour monsieur Nicolas Dufourcq, qui n'est pas présent. Moi, en 2020, j'ai pris un PGE à 40 000 € sans assurance, parce qu'on m'a dit c'est pas la peine, c'est garanti par l'État. 3 ans plus tard, en 2023, je suis en invalidité parce que j'ai un problème de santé endocrinien. Du coup, comment je fais pour rembourser les 23 000 €? Ça, c'est ma question. Effectivement, Nicolas Dufourcq, patron de la Banque publique d'investissement, on essaiera de lui transmettre la question. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Pas dans nos panélistes aujourd'hui. Non, mais j'aimerais bien que quelqu'un se mette en rapport avec moi pour qu'on étudie les choses. Ensuite, par rapport à... Il faut qu'on termine, monsieur. Ça s'appelle l'assurance prévoyance. Alors, on ne peut pas le faire après coup. Oui. Elle sert à ça, donc je ne connais pas votre contrat, mais c'est vraiment sa vocation. C'est de permettre à des professions libérales, lorsqu'elles ont un problème de santé, d'avoir, on va dire, leurs enjeux financiers qui sont couverts. On pourra en parler en dehors de la session. Peut-être un mot sur ce dilemme, très rapidement, sur ce dilemme entre... bien soigner, prendre du temps, prendre des moyens et puis traiter un grand nombre de patients. Est-ce qu'il y a une façon de surmonter ça? Alors, moi, je rebondis sur ce que vous avez dit. On fait le même constat, c'est-à-dire en résumé, on est dans ce dilemme que vous évoquez. Et vous avez parlé de gestion comptable de la santé. Le meilleur exemple, c'est les pays scandinaves. Les pays scandinaves, ils ont fait le quoi qu'il en coûte sur leur système de santé. C'est un système purement public, extrêmement vertueux. Il n'y a plus de caries. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la prévention. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, le problème de la prévention, c'est qui la finance, qui a intérêt à la financer. Les soignants, ils sont aux actes, les assureurs, ils sont au volume, donc personne n'a intérêt à ça. Donc là, il y a un paradigme changé littéralement, je pense qu'on ne va pas y répondre là, et c'est un des grands défis du gouvernement actuellement, puisqu'on a tous compris que les gigafactories qui ont soigné des centaines de milliers de personnes pour normalement des pathologies aiguës sur des gens jeunes, elles sont plus capables de faire face, et on a le même problème dans le dentaire. Mais c'est un enjeu massif. Merci beaucoup. On avait dit qu'on n'arriverait pas à surmonter tous les problèmes en 1 heure. Je donne la parole à Johanna Abi pour quelques mots de conclusion, en m'excusant auprès des personnes qui ne pourront pas poser leurs questions. Johanna. Oui. Alors, ça va être très compliqué de conclure et de synthétiser cette session qui a été extrêmement riche. Mais je pense qu'on a quand même bien dressé les enjeux importants, des enjeux où on sent que les actions engagées maintenant, que ce soit dans les soins primaires ou dans l'industrie pharmaceutique, vont engager l'accès aux soins de demain. Je pense aussi qu'on peut noter cette nécessaire réconciliation des ambitions stratégiques de la France avec les moyens qu'on se donne. Mais je pense aussi qu'on peut peut-être finir sur une note... des signes d'espoir, on va dire, et des leviers d'action qui ont été identifiés par plusieurs des intervenants. La prévention, la revalorisation des carrières des soignants, l'importance aussi des innovations thérapeutiques et de leur accès simplifié, l'appropriation des technologies, on a vu des exemples autour de la télémédecine et de la téléconsultation qui ont joué un rôle extrêmement important pour maintenir la continuité des soins pendant la crise sanitaire. Et donc, voilà, les enjeux sont là, mais les leviers d'action aussi. Et merci infiniment aux intervenants. Je vous propose qu'on remercie, qu'on applaudisse nos intervenants. Et je vous souhaite à tous une belle journée ici aux Rencontres d'Aix. Merci à tous.